Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Notre invité de cette semaine est gestionnaire de médias sociaux pour les athlètes et ultra-runneuse. Après avoir géré le compte d'un club de hockey pendant plusieurs années, elle se lance à son compte afin d'aider tous les sportifs à faire entendre leur voix. On discute des bonnes pratiques en ligne, des mythes d'une image publique et aussi de course en trail. Veuillez accueillir Léa Voisin. Léa, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci, bienvenue. Léa, tu es gestionnaire de communauté des médias sociaux, community manager, votre terme français. Pour les sportifs, quand on peut te suivre sur les médias sociaux, tu postes beaucoup de stories que tu assistes à différents sports. Entre autres le handball, des fois le hockey. Puis pour les Québécois et Canadiens, il y a beaucoup de hockey à patins rognés. C'est pas du hockey sur glace, comme on connaît ici. Puis d'autres sports aussi. Si tu pouvais assister à seulement un sport pour le restant de ta vie, ça serait quel sport? Ah, ce serait quand même le handball. C'est vraiment mon sport de passion et si je devais garder celui-là, ce serait le handball. J'aime tous les sports, mais c'est vrai que celui-là, il se démarque. D'un point de vue spectaculaire? Moi, en fait, c'est plutôt d'un point de vue de la pratique parce que c'est le sport que je pratique depuis toute petite et du coup, c'est le sport dans lequel j'ai vraiment évolué depuis que je suis toute jeune. Donc, j'ai suivi l'équipe de France et les équipes évoluer depuis que je suis toute petite. Donc, moi, c'est plutôt de ce point de vue-là, le collectif, l'émotion qu'il y a au hand, c'est vraiment ça qui m'attire. Au niveau des spectateurs, quand tu mets des vidéos, vous avez de l'air quand même pas mal dedans, un peu comme le soccer. Là. Ouais, en fait, nous, c'est vraiment un sport qui est très développé en France. On est une des meilleures nations, en fait, au handball. Là, d'ailleurs, actuellement, il y a l'Euro de handball. Tout à l'heure, il y a un match que je vais regarder. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'on est vraiment une des grosses nations dans ce sport. Donc, c'est pour ça aussi il est très évolué en France. Et aussi, ce que j'aime dans ce sport, c'est qu'il y a une parité qu'il y a dans pas beaucoup d'autres sports. En fait, chez nous, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui pratiquent le hand, je pense. Ou si c'est pas 50-50, on n'en est pas très très loin, je pense. Et du coup, je trouve ça super intéressant aussi que ce soit un sport mixte. Wow. Ah, quasiment comme le biathlon. C'est ça. Les biathlons et les Français, vous avez quand même une très bonne équipe, autant masculin que féminin. Donc, moi, c'est mon sport, bien évidemment. T'as commencé le handball à peu près par quel âge? Est-ce que t'as commencé jeune ou... J'ai commencé à 12 ans environ et là, il y a quelques mois, j'en pratiquais encore. Là, je fais une pause cette saison parce que c'était trop compliqué, parce que je fais aussi de l'ultra trail à côté du coup et c'était un peu compliqué d'allier entrepreneuriat, hand et ultra trail. Donc là, je fais une petite pause cette saison, mais c'est pas un arrêt définitif, c'est seulement une pause et je compte bien reprendre un jour. Ah, non, l'ultra trail, ça en prend du temps? Ouais, ça prend beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup de préparation. Là, actuellement, je prépare un 110 kilomètres qui aura lieu au mois de juillet. Donc, je m'entraîne environ 5 à 6 fois par semaine. Donc voilà, il fallait faire un choix, je pouvais pas tout faire. Là, j'ai voulu essayer de repousser mes limites un peu en trail, donc c'est pour ça que je pouvais pas faire de hand en même temps. Mais voilà, je sais que je vais reprendre un jour, il y a aucun doute. Comment t'es venue la passion du sport? Est-ce que dans ta famille, vous pratiquez des sports ou c'est toi qui avais beaucoup d'énergie et t'as dit let's go, je vais faire du handball? Alors ma famille fait aussi beaucoup de sport, donc j'en faisais beaucoup avec eux quand j'étais petite. Mais par contre, ils ont jamais fait de sport en club. C'était plutôt de la course à pied. Mon frère, il faisait de la motocross aussi, donc absolument rien à voir avec le handball. Et en fait, moi, je faisais beaucoup de sport collectif à l'école, au collège. Et vraiment, le hand, c'est le sport que j'aimais le plus. C'est peut-être aussi le sport où j'étais le meilleur, donc c'est pour ça que j'en ai fait peut-être, je sais plus. Mais voilà, j'ai voulu essayer en club et j'ai tout de suite accroché et j'en ai fait pendant 15 ans là à peu près. Puis maintenant, la course à pied, comment t'as transitionné du handball pour aller vers la course d'ultra trail?
En fait, il y a une dizaine d'années, j'avais essayé de faire un peu de course sur route, mais à l'époque, j'avais pas trop accroché de base, donc j'avais vite abandonné le projet et sauf que là, il y a 4-5 ans environ, j'ai essayé de refaire de la course à pied, mais plutôt du trail cette fois-ci et en fait, j'ai vraiment adoré le fait, de courir sur les sentiers, d'aller dehors, de découvrir des paysages qui sont vraiment incroyables et du coup, comme j'aimais bien, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer de prendre un dossard», donc forcément, j'ai adoré et après, bah, je pense que c'est mon esprit de compétition, de sportif qui a fait que j'ai voulu faire des courses toujours de plus en plus longs, sur de plus en plus de kilomètres et je pense que c'est comme ça que j'en suis venue à l'ultra trail au final. Puis, je suis jamais allé en France. Je ne connais pas la géographie de la France par cœur non plus. Mais est-ce que chez vous, l'ultra trail, c'est dans la forêt? Est-ce que c'est dans des champs? Ça ressemble à quoi comme terrain? Bah, en fait, nous, en France, on a la chance d'avoir, énormément de paysages très variés. Ça peut être, dans les champs, ça peut être dans la montagne, en fait, ça peut être au bord de mer, ça peut être vraiment partout, parce qu'en fait, on a pas mal de massifs de montagnes où justement, là, on peut vraiment avoir des paysages, soit l'hiver, de la neige ou soit l'été, de la montagne. On peut aller dans les champs, le nord de la France, par exemple, est tout plat, donc là, ça va être plutôt dans les champs. Le sud, ça va être plutôt la montagne. Oui, ça peut être aussi la mer. En fait, on peut s'entraîner vraiment partout et ça, c'est vrai que c'est un avantage vraiment considérable dans le monde du trail parce que surtout quand on veut faire du trail un petit peu à l'étranger, bah, nous, l'avantage en France, c'est qu'on est prêt à affronter un peu tous les types de terrains, quoi. Donc ça, c'est super chouette. C'est dans ta trail, toi, c'est quoi ce que tu préfères courir dans la forêt ou dans les montagnes? Ah, les 2 ont leurs avantages. Après, il y a aussi beaucoup de forêts en montagne. Après, moi, j'aime bien faire du trail en montagne parce que, bah, déjà, dans les côtes, ça nous permet de marcher, donc ça fait des petites pauses. Déjà, le gros avantage, plus les côtes sont grosses, plus on peut marcher, donc ça, c'est assez cool. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne parce que les paysages, ils sont vraiment magnifiques. Ouais, une fois rendu en haut, là. Ouais. Puis, comment t'es devenu community manager? Alors en fait, moi, comme je suis passionnée de sport depuis toute petite, j'ai commencé par, faire une fac de sport. Du coup, je me suis spécialisée dans le management du sport. Donc en fait, ça représente un peu toutes les compétences à avoir pour, travailler dans les bureaux d'un club, en fait, en général et c'est vrai que j'aimais vraiment la communication, donc j'ai décidé suite à ça de me spécialiser dans un master de communication et d'événementiel dans le sport. Et donc après mes 5 ans d'études, j'ai trouvé un poste en fait dans un club de hockey en France. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans dans un club de hockey et donc là mon objectif moi c'était d'aider le club à se développer en développant leurs réseaux sociaux, leurs boutiques, en gérant en créant des opportunités de sponsoring et donc en fait j'ai vraiment adoré cette expérience et c'est un petit peu comme ça qu'après j'ai décidé de me lancer en freelance dans le sport. Ça va? Puis, c'est l'équipe de hockey qui a décidé qu'il voulait avoir une présence sur les médias sociaux ou t'es rentré comme Alors, plus communication puis par la suite t'as développé le côté médias sociaux? en fait, ils étaient déjà un petit peu présents sur les réseaux, mais la difficulté pour les clubs et les associations, c'est, qu'en fait, en général, tout ça, c'est géré par des bénévoles. Ils n'ont pas forcément le temps de le faire, ils n'ont pas forcément les compétences non plus et là, le club, en fait, ils étaient en vraiment ils avaient envie d'évoluer et ils se sont dit que, bah, là, les bénévoles, en fait, ils pouvaient pas donner plus de temps et que justement, ils avaient besoin de quelqu'un qui était là à temps plein pour aider le club à se développer et c'est comme ça que, du coup, ils m'ont embauchée. En fait, c'était une création de poste quand je suis arrivée, donc j'ai vraiment repris un peu tout ce qu'ils avaient commencé à construire et j'essaie de pousser encore plus loin pour aider le club à se développer, au maximum. Ça va? Est-ce qu'au bout de ces 4 ans-là, euh, les ceux-là qui géraient le club ont trouvé qu'il y a eu une différence grâce aux médias sociaux? Oui, il y a quand même une grosse différence, même, en dehors de la communication, parce que je crois quand je suis arrivée, il y avait à peu près 700 abonnés sur le compte. Quand je suis partie, on était à 2 400. Donc nous, du coup, dans le monde du parce que c'était un club de roller hockey, donc dans le monde du roller hockey, avoir 2 400 abonnés, c'était déjà énorme. Je pense qu'on comptait parmi les, 5 plus gros clubs sur les réseaux sociaux, en France. Donc c'était,
on était quand même assez fiers de ça et aussi surtout, j'ai apporté pas mal de sponsors au club, du coup grâce aux réseaux sociaux. Parce que comme on a développé la visibilité, en fait, sur les réseaux, bah, les entreprises, de la ville, ont connu le club et donc oui, ils étaient très contents, de ça, notamment. Comment qu'on positionne un club pour aller chercher des commanditaires? Est-ce que c'est juste avoir beaucoup d'abonnés ou c'est de livrer un certain message puis de bien gérer sa communauté qui fait en sorte qu'on attire les commanditaires? Alors c'est pas le nombre d'abonnés en soi on va dire qui va compter, même si ça a quand même sa petite importance, mais c'est surtout, en fait, les valeurs et l'image qu'on communique. En fait, moi, ce que j'avais mis en avant justement dans ce club-là, c'est que c'était un club très familial qui avait des valeurs fortes, qui œuvrait beaucoup pour justement le développement des jeunes, le développement du sport féminin et en fait, moi, c'est toutes ces valeurs-là que j'ai voulu transmettre, en fait, sur les réseaux sociaux et en fait, toutes les entreprises qui étaient sensibles justement un peu à ces valeurs-là, elles se sont retrouvées un petit peu dans le club et en fait, c'est comme ça que des fois, on a fait des projets, on a réussi à s'associer. Fait que c'est pas juste montrer des behind the scenes ou des moments forts qui fait la chose, mais aussi montrer la vision du club pour démontrer c'est quoi la mission et les valeurs. Ok. Oui, voilà. Alors après, montrer les coulisses, c'est aussi important parce que c'est ce qui va permettre d'humaniser le compte et c'est aussi ce qui va permettre aux fans et aux autres personnes de justement s'accrocher et vivre les émotions en fait avec les équipes. Mais c'est aussi important d'aller au-delà de ça et de montrer en fait l'identité du club, voilà, de montrer ses valeurs, ses ambitions. Et en fait, c'est aussi ça qui va se permettre de se départager aussi et de se différencier des concurrents. Parce que des bonnes performances, on en trouve partout, mais en fait, des identités, il y en a qu'une seule. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut se démarquer de ses concurrents, ouais. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la foule? Tu sais, on augmente les abonnés, oui. Des fois, les abonnés, ben, on peut le voir, entre autres avec le podcast, des fois, on n'a pas une proximité géographique entre nos abonnés et notre produit, on pourrait dire. Est-ce qu'au niveau du club de hockey, vous avez eu plus de personnes qui venaient voir les parties? Alors, il y en a eu un peu plus, oui, parce que en fait, c'est un sport qui est très confidentiel en France, le roller hockey et en fait, par exemple, là, dans la ville où moi je travaillais, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que le club existait à l'époque. Donc bah, justement, à force de faire des actions, d'être présent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont découvert ce sport et en fait, c'est vrai que comme c'est un sport qui était assez spectaculaire et qui changeait de l'ordinaire, souvent les personnes, elles ont bien accroché, donc elles venaient une fois et en fait, après, elles avaient, envie de revenir et ce qui aussi a permis de nous apporter pas mal de visibilité, c'était le fait d'avoir, créé une chaîne YouTube pour retransmettre les matchs en direct et c'est vrai qu'en fait, grâce aux réseaux sociaux, on a communiqué pas mal dessus et on a pu développer cette chaîne YouTube et c'est vrai qu'on a vu, bah, de plus en plus de personnes se connecter pour voir les matchs donc c'était aussi une fierté, d'avoir développé tout ça. Ouais. Parce que c'est sûr que là, je ne sais pas l'aréna contient combien de personnes, mais si on a 2000 personnes qui viennent écouter la partie, mais qu'il y en a aussi un 2000, par exemple, en mode diffusion, 500, 600, ben c'est déjà incroyable. Hein. Bah, c'est ça, exactement. Alors après, là, c'était un petit club, donc en fait, les matchs avaient lieu dans un gymnase, donc c'était pas une arena comme vous, par exemple, vous pouvez avoir au Québec, mais en fait, ça compte aussi et c'est quand même important. Et le fait d'avoir une visibilité aussi sur le digital, et bah, c'est ça aussi qui permet de développer un club au final. Y a-tu, là, si on se ramène un peu plus aussi avec les athlètes individuels, oui, on peut Ah, avoir, désolée. si on revient un peu plus avec les athlètes individuels, pas uniquement les clubs, est-ce oui, il peut avoir l'augmentation de visibilité comme avantage d'être sur les médias sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages aussi, des fois qu'on pense pas tout de suite? Là. C'est sûr qu'on peut penser initialement là, commanditaire et tout, là, mais à part ça, y a-t-il d'autres avantages à être sur les médias sociaux? Alors oui, il y a des avantages auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, le premier, ça va être, bah, de garder le contrôle sur son image.
Parce qu'en fait, quand on laisse les autres communiquer sur nous, on ne contrôle pas forcément ce qui se dit. Et en fait, des fois, on peut avoir une image qui n'est pas forcément celle qu'on a envie de refléter. Alors que justement, si on crée un compte et qu'on contrôle nous-mêmes notre image, et ben en fait, c'est à ce moment-là qu'on va être le plus fidèle possible et qu'on va pouvoir transmettre les messages et l'image qu'on voudrait avoir. Après, je dirais aussi justement que, comme j'avais évoqué un petit peu avant, les réseaux, c'est aussi un bon outil pour se différencier des concurrents, surtout quand on est athlète individuel, parce que par exemple, des bonnes performances, il va y en avoir plein dans n'importe quel sport. Et en fait, ça va être super dur de se différencier par la performance, alors que sur les réseaux, en fait, ça donne l'opportunité de montrer justement l'humain qu'il y a derrière ces performances et ça, des personnalités, des humains comme nous, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, justement, les réseaux, ça va aussi permettre de se différencier. Et le troisième gros avantage aussi, c'est de préparer l'après-carrière parce que bah, les performances, elles ne sont pas éternelles. Et justement, le fait de créer une communauté sur les réseaux, d'avoir des personnes qui s'attachent à nous pendant la carrière, ça va faciliter justement cette transition et peut-être, pourquoi pas, aussi créer des opportunités pour l'après-carrière. Donc, c'est pour ça que c'est super important et il faut vraiment y penser un petit peu en avance. Exact. Je vais les reprendre un à un parce que j'ai beaucoup d'informations. Le premier, ton image. Puis là, on parle pas juste de photos, là. On parle aussi comment. Est-ce qu'il y a différentes catégories d'images qu'un athlète pourrait prendre position dans le sens est-ce que moi je suis un athlète qui est plus A, un athlète qui est plus B, un athlète qui est plus C? Ça pourrait être quoi les types d'images qu'un athlète pourrait se positionner, là? En type d'image, en fait, ça peut être, par exemple, un athlète qui cherche justement à pas montrer qu'il fait du haut niveau, mais vraiment un athlète qui veut montrer qu'il est comme tout le monde. Un athlète qui cherche à inspirer aussi les autres. Un athlète qui cherche à donner des conseils. Un athlète, oui, qui peut aussi, partager son histoire pour aider, pourquoi pas, certaines personnes à se lancer. En fait, il peut y avoir énormément de choses et ça, c'est vraiment un objectif qui se définit plutôt personnellement, là, pour le coup. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Le troisième, c'était l'après-carrière. On a quand même un bel exemple, nous, avec un athlète canadien. La nouvelle est sortie cette semaine. Un athlète, Charles Philibert, si je ne me trompe pas, si j'ai magané ton nom de famille, Charles, désolé. Il avait fait les Jeux olympiques. Il a fait plusieurs Jeux olympiques en athlétisme. Et son après-carrière, il s'en va en France, chez Salomon, comme développement de produits. Donc, en tant qu'athlète, avoir des contacts, oui, il y a des commanditaires qui peuvent offrir des postes par la suite, souvent quand on est des athlètes de haut niveau. J'ai Jean-Philippe Le Gallec aussi qui avait travaillé chez Apogée, qui est un commanditaire. Donc, ça peut avoir l'air banal sur le coup, mais avoir une personne qui dit « Hey, veux-tu venir? Hey, on aurait besoin de quelqu'un, peux-tu venir nous aider là-dessus? Je pense que tu serais un bon fit. OK. » Ouais, voilà. Ou même, en fait, juste le fait d'avoir une communauté qui est engagée et qui nous suit pendant notre carrière, en fait, et ben, c'est pas parce qu'on va arrêter le sport que la communauté, elle va arrêter de nous suivre. En fait, elle s'est vraiment attachée à la personne. Et en fait, le fait de garder aussi cette communauté après la carrière, c'est ça aussi qui va permettre parfois, je sais pas, d'avoir des opportunités de se faire inviter sur des salons ou même pour avoir des projets qui n'ont rien à voir avec le sport, de créer un livre ou des choses comme ça. En fait,
c'est pour ça que c'est vraiment super important de penser à ça et même aussi pendant la carrière en cas de blessure, les Mm. réseaux, c'est un moyen d'exister justement au dehors de la performance et c'est pas parce qu'on est blessé que les personnes vont nous oublier si on est sur les réseaux. Alors que si par exemple on a une blessure et que pendant 1 an ou 2 ans on n'est pas présent, bah là les gens ils risquent vraiment de nous oublier quoi. Donc c'est pour ça aussi il faut prévoir un peu tout ça. Après je le souhaite à personne, hein, de se blesser, mais malheureusement dans le sport c'est ce qui peut arriver aussi assez fréquemment. J'avais une professeure au secondaire au Québec, au lycée en France, qui m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Je vais essayer de faire une référence culturelle que tout le monde peut comprendre. Là. Tout le monde veut être l'animateur du show de télé. Mais il n'y a qu'un seul animateur dans l'émission. Au Québec, elle avait pris l'exemple de Guy Lepage avec Tout le monde en parle. Puis je pense en France, c'est Tout le monde se couche tard. Je ne sais pas ce qu'il est l'animateur, là, mais l'équivalent pourrait être la même chose. Elle dit, c'est pas parce que si jamais, en étant jeune, des fois, on va être champion du monde, on va être le top. Mais le top, il y en a juste un. Qu'est-ce qui dit qu'au cours de ton parcours, tu ne termineras pas à travailler, que tu ne termineras pas à travailler dans ce milieu-là, mais dans un poste différent que tu pensais. Par exemple, l'exemple qu'elle avait donné, c'était recherchiste. C'est pas parce que tu es recherchiste dans l'émission, que tu ne travailles pas sur l'émission. Tu travailles quand même dans le milieu que tu souhaitais. Puis en toute transparence, moi, mon rêve, c'était de devenir champion de biathlon. On ne le cachera pas. Mais le biathlon m'a apporté le podcast, bien évidemment. J'ai plein d'invités que je reçois du monde de biathlon parce que c'est juste... c'est le fun d'en parler, puis je les connais toutes. Fait que, tu sais, c'est... Là, je parle surtout des fois plus jeunes, là, les 16-20 ans qui sont dans une limite de est-ce que je continue un peu plus pro, j'ai l'impression que je ne peux pas performer. Si vous êtes un jeune athlète qui aimait être sur les médias sociaux, puis vous pensez être champion du monde, puis que finalement vous n'êtes pas, ben, tu sais, des fois, quand on regarde ton Instagram, des fois, Léa, on se dit, hey, t'as une vie de rêve, là. Tu te promènes dans des games, tu t'en vas voir des parties de handball, puis de hockey, puis tu voyages avec l'équipe. Voilà, exactement. Fait que non, c'est tout le temps des belles opportunités, puis comme tu dis, avoir une communauté peut te permettre d'ouvrir ces différentes portes-là. Toi, est-ce que tu connaissais le hockey avant d'être gestionnaire de communauté pour eux? Alors, je connaissais le hockey sur glace, mais je connaissais pas le roller hockey parce que, bah, en fait, que là où j'habitais avec mes parents, il y avait pas de club à proximité, donc du coup, c'était un sport que je connaissais pas spécialement. Mais c'est vrai que je l'ai découvert au moment, en fait, où j'ai postulé sur l'annonce d'emploi. Mais c'est vraiment justement un sport que j'ai adoré et bah, clairement, si j'avais pas travaillé dans le sport, bah, c'est peut-être aussi un sport que j'aurais jamais connu. Donc c'est pour ça, c'est bah, l'avantage des réseaux sociaux aussi maintenant, c'est, je découvre plein de choses, je découvre plein de sports, je découvre aussi plein d'aspects du sport que je connaissais pas trop. Bah, je sais que justement, j'avais eu l'occasion d'aller voir un match de hockey sur glace, à Paris, du coup, en France, où, j'avais pu aller voir un petit peu, bah, comment ça se passait, par exemple, en régie pour, filmer le match, justement avant les préparations, tout ça et j'avais trouvé ça super cool et en fait, c'est des choses aussi qu'on ne voit pas forcément et justement, ça rejoint un petit peu l'histoire que tu disais, bah, par exemple, un joueur de hockey, peut-être qu'il va pas réussir à percer en tant que pro, mais peut-être qu'il va se trouver, une passion justement pour, je sais pas, aller photographier des équipes de hockey, aller filmer du hockey ou même devenir entraîneur. En fait, il y a plein d'autres métiers qui tournent autour de ça et en fait, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir des opportunités justement qu'on ne pourrait pas avoir, des fois dans la normale. Il y a des choses qu'il faut faire attention de ne pas faire sur les médias sociaux en tant qu'athlète ou personnalité publique sur les médias sociaux. Alors oui, moi, il y a 3 erreurs que je vois souvent dans le milieu du sport. Déjà, c'est de publier uniquement sur les moments de compétition ou sur les moments de match ou sur les moments forts de la carrière et en fait, après, les sportifs, ils ont souvent tendance à délaisser les moments où c'est un peu plus calme, où c'est un peu plus off parce qu'ils se disent: «Bah, en fait, là, comme ma carrière et ma saison, elle est un peu en off, j'ai rien à publier».
Mais en fait, ça, c'est vraiment une erreur, d'arrêter d'être régulier et d'arrêter de publier parce qu'en fait, bah, si vous êtes plus présent sur les réseaux et plus présent dans le sport, bah, les gens, ils vont vous oublier tout simplement. Donc la régularité, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Après aussi, une erreur que je vois beaucoup, c'est de ne pas publier les moments un peu durs ou les défaites ou justement les moments où on est un peu dans le doute. Parce que souvent, en fait, je pense que les sportifs se disent que si on publie des moments de doute, ça va un peu décrédibiliser pardon, l'image de l'athlète. Et en fait, ça aussi, c'est une grosse erreur de ne pas montrer le négatif parce que, en fait, justement, c'est en montrant le négatif que vous montrez que vous êtes humain et que les gens vont s'attacher à vous. Et donc c'est pour ça, moi, j'encourage tous les sportifs que je suis, sur les réseaux à montrer aussi les moments où on doute, les moments, justement où peut-être on fait une performance qui n'était pas à la hauteur des espérances et en fait, c'est comme ça que les gens, ils vont s'identifier au sportif et qu'ils vont voir aussi que ce sportif-là, il est humain et que lui aussi, il peut avoir des doutes comme tout le monde et d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on remarque en communication, c'est que souvent les posts un peu négatifs obtiennent plus de visibilité que les posts positifs donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à le faire et une autre erreur aussi que je vois beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de sportifs qui n'interagissent pas assez avec leur communauté. Il y a des gens qui font l'effort de commenter les posts, de leur envoyer des messages ou autres et en fait, ils prennent pas forcément le temps de leur répondre et ça, c'est aussi une grosse erreur parce que si la personne a fait l'effort de s'intéresser au contenu, de s'intéresser aux sportifs et qu'en retour, en fait, il ignore et ben les gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et c'est pareil, ils vont partir donc ça, c'est pareil, j'encourage vraiment les sportifs à prendre le temps de répondre à un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley, un petit like ou quoi que ce soit, mais vraiment, il faut interagir avec sa communauté. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment les 3 grosses erreurs que je note un peu, enfin le plus sur, le milieu sportif dans la communication. Pas cet été, mais l'autre été d'avant, en été 2024, ce que j'avais remarqué, l'équipe de France, euh, il y avait, il y avait Jeanne Richard qui avait quand même été vraiment présente. Puis ce que j'avais remarqué, c'est que ces personnes-là ont une job. T'sais, être athlète professionnel sur l'équipe des équipes nationales, c'est ta job. Ben là, tu regardais ces stories, puis à chaque après-midi, tu es en train de faire une course de trail, là, ou une sortie de bike. Il y a Camille Lezuc aussi de la Pologne, qui il y a quelques années était vraiment assidu sur ses médias sociaux. Moi, je trouve que ça devient motivant aussi de démontrer que dans ton off-season, en tant qu'athlète, ben, le travail se fait là. Entre nous autres, là, le travail se fait en off-season. Il se fait pas la saison de compétition, c'est le moment de performance. Donc, tu ne t'entraînes pas vraiment à t'améliorer. Tu t'entraînes à maintenir tes capacités pour avoir l'énergie pour compétition. Donc, montrer le off-season, c'est le behind the scene, c'est les coulisses d'un événement, d'un podcast, d'une entreprise, du démarrage d'une entreprise. C'est ça ton petit behind the scene là, qui est intéressant à voir. Bah, oui, c'est ça et puis, aussi ça permet de casser un peu certains mythes parce que en fait, c'est vrai que par exemple, le monde du sport de haut niveau, c'est un monde, qui est assez confidentiel et en fait, on ne se rend pas compte forcément comment ça se passe et ça permet aussi de montrer que, bah, même quand il y a pas de compétition, en fait, le sportif, il ne fait pas rien justement. C'est là aussi, où il va travailler sur ses projets et ça permet aussi de casser un peu ce mythe-là du: «Ah bah, s'il s'entraîne pas, il fait rien de sa journée». Bah, non, c'est faux en fait, il y a plein de choses à faire comme tu disais, c'est vraiment un job quoi donc faut pas hésiter à montrer tout ça justement, aussi. Puis au deuxième que tu avais mentionné, la deuxième erreur que tu avais mentionnée, il y a de ne pas présenter les moments difficiles. Comment qu'on peut communiquer les moments difficiles? Est-ce que c'est une story avec un texte? Est-ce que c'est une caméra de type selfie, puis on compte un peu notre version des faits ou nos sentiments? Comment qu'on peut faire ça? Alors ce qui fonctionne le mieux dans ces moments-là, c'est vraiment de se filmer face caméra et justement de prendre la parole à ce sujet pour dire que, ben, en fait, même les sportifs, que ce soit du haut niveau, du amateur ou n'importe quel sportif est humain et il est pas toujours au top, ce qui est totalement normal et dans ces moments-là, bah, c'est, de prendre la parole en expliquant, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un problème sur la compétition, peut-être que la forme elle était pas là, peut-être qu'il y a une blessure et en fait, c'est vraiment, raconter avec émotion, aussi, bah, comment on vit ce moment,
ne pas hésiter à montrer que ça touche, que ça blesse, que ça crée le doute des fois, quand c'est vraiment des gros échecs. Et en fait, à ce moment-là aussi, c'est là que la communauté, elle va prendre le relais et qu'elle va apporter du soutien. Et aussi, des fois, ce soutien-là, bah, c'est celui qui va faire du bien aussi. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment pas hésiter à montrer les émotions qu'on ressent surtout. En fait, c'est le plus important et voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Parce que moi, ce que j'imagine, c'est. Je vais prendre l'exemple du biathlon, le hockey, comme ça aussi, le volleyball. Vous finissez votre course, votre match. Puis là, avant de rentrer dans votre vestiaire, vous avez un media box. Pour ceux qui ne le savent pas, des fois, c'est dans le corridor pour retourner dans votre vestiaire. Il y a un backdrop, là, un arrière-plan média. Et là, il y a un journaliste ou plusieurs journalistes avec des micros puis des caméras. Puis là, c'est là que vous voyez souvent les réactions d'après-match. Souvent, ces entrevues-là sont faites même pas au gros maximum 10 minutes après la fin de la compétition de l'événement. Faire l'analyse de sa compétition 10 minutes après, là, surtout si ça a mal été, ça se peut que vous n'ayez pas réfléchi à 100% de ce que vous vouliez dire, puis que vous n'avez pas pris conscience à 100% non plus de la réalité de tout l'événement, puis d'avoir fait une analyse complète de ce qui s'est passé. Là, je pense qu'on peut faire un rappel à ce qu'on a dit à peu près 10-15 minutes. Ben, ce que tu as dit il y a 10-15 minutes. Tu contrôles ton image sur tes médias. Donc, 1 heure, 2 heures après, tu es retourné à l'hôtel, tu as mangé, tu as fait ta sieste. Le soir, tu reviens. Hey, voici là, ce qui s'est passé dans la course. Ouais, voilà, parce que, bah, en fait, c'est sûr que quand on vient de vivre un échec, surtout, on n'est pas hyper lucide juste après ça. Donc, l'idéal, c'est vraiment de prendre le temps de se poser et de le faire soit quelques heures, ou même ça peut être aussi 1 ou 2 jours après, si vraiment on se sent pas de le faire sur le moment. Après, moi, ce que je conseille quand même, c'est d'expliquer un petit peu, même si c'est pas au début, à l'oral, je sais pas, par exemple, quelques heures après, mettre une story en disant, bon, par exemple, si le résultat il est pas à performance, dire bon bah j'ai pas eu la performance que je voulais, mais je vous fais bientôt un débrief pour vous expliquer quand je serai reposée ou quelque chose comme ça. Et après vraiment la tête à froid, expliquer tout ce qui s'est passé justement, faire ressentir aussi ses émotions. Mais c'est vrai que je ne le conseille pas juste après un moment d'échec parce que là, on pourrait dire des choses qui- qu'on pourrait regretter, quoi. Donc, je ne le conseille pas spécialement. Et si on fait une différence performance et résultat, au niveau de. C'est une chose que je dis souvent, là. Moi, je me basais pas sur le résultat dans ma vie d'athlète. Je préférais être constant sur mes performances que de gagner une fin de semaine, puis que l'autre fin de semaine d'après, j'étais ce dernier. Là. Ça, moi, non, je voulais être constant. Y a-t-il une façon qu'un athlète pourrait mentionner sa bonne performance? Hey, ça a été ma meilleure course. Je suis vraiment même si on a perdu, là, je suis content parce que je trouve que j'ai amélioré mon jeu, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré un point que je travaillais depuis longtemps, puis ça a bien été. Les gars, les filles ont été meilleurs que moi aujourd'hui, mais moi, j'ai quand même progressé à ce niveau-là. Bah ça oui, c'est totalement OK de le dire parce qu'en fait, tout simplement, c'est la vérité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à dire. Bah, je sais que moi, par exemple, je suis en community management, je suis une athlète du coup qui est spécialisée dans le sprint et dans le saut en longueur. Et je sais que là, par exemple, la semaine prochaine, elle a une compétition où là, son objectif, c'est pas d'aller chercher des records, mais c'est justement de retrouver un petit peu ses sensations, par exemple, de voir un petit peu si ces nouvelles façons de s'entraîner, de travailler, elles ont fonctionné. Et du coup, bah, moi, là, ce que je lui ai conseillé, c'est de l'expliquer justement avant à sa communauté en disant, bah, là, ce week-end, en fait, je vais pas faire de record, mais je le sais parce que c'est pas l'objectif. Et que là, en fait, moi, cette pré-compétition, elle va me préparer à la compétition qui arrivera dans un mois. Et là, je veux performer. Et ça, c'est complètement OK. En fait, on peut jamais être au top tout le temps. Et quand c'est pas le cas, en fait, il faut pas hésiter à le dire. Et c'est pas ça qui va apporter une mauvaise image. Et c'est pas ça non plus qui va décrédibiliser un sportif. Donc, il faut vraiment pas hésiter à le dire, en fait, et prendre la parole dessus.
l'analogie que j'aime faire, présenter à des personnes qui ne connaissent pas le sport de haut niveau, puis de la manière que je le présentais, moi, à des jeunes athlètes, pour réduire le stress, on fait tellement de courses, de parties, de compétitions, qu'on ne peut pas être parfait à chaque course, à chaque compétition. Imaginez, vous, à votre travail, vous travaillez 280 jours par année. Est-ce que vous êtes 280 jours parfait? Si vous me dites oui, je vais prendre le secret en commentaire. Mais sinon, ben, Moi aussi, je le veux bien, si c'est ça. 280 jours parfaits de travail, ouais, on serait riche dans pas long. Beaucoup d'employeurs nous courraient après. Mais, tu sais, les joueurs de baseball aux États-Unis, ils jouent 168 parties par année. Par été, pas par année, là, parce qu'il y a aussi les parties hors saison. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent faire des erreurs. C'est normal. Ça fait partie de la vie de faire des erreurs. Donc, quand on est un athlète professionnel aussi, c'est qu'on a des calendriers annuels. Tu l'as très bien présenté avec l'athlète. Bon, mais cette course-là, c'est pas celle-là que je veux gagner. J'essaie des affaires pour que l'autre d'après, c'est celle-là que je vise. C'est ça ma grosse compé là, de l'année. Là. Ouais, voilà, des fois, en fait, c'est aussi, ça fait partie des stratégies. Et en fait, aussi, chaque erreur est bonne à prendre. Et peut-être que sur la grosse compétition, on fait une erreur et on ne fait pas la performance qui est attendue. Dans ces cas-là, en fait, il ne faut pas hésiter aussi à expliquer que maintenant, c'est une erreur qu'on connaît et qu'on va travailler dessus et qu'on va justement s'améliorer pour la suite. Et ça, en fait, les gens, justement, ils comprennent aussi. Et en fait, justement, ça permet d'humaniser un compte et de montrer que oui, en fait, derrière les performances, on est humain, qu'on n'est pas toujours au top comme n'importe qui, même si on est à haut niveau. Et ça, justement, c'est ce qui va créer aussi de la proximité avec son audience. Si on descend si on va dans le concret là, de la gestion des médias sociaux, on va prendre un athlète fictif. Là. On ne prendra pas un cas réel. Un athlète fictif qui est de niveau provincial au Québec, au niveau régional, au niveau de la France, ou national, qui peut être de 16 à 25 ans, vraiment, puis même 30 ans, s'il est un petit peu plus vieux et que les médias sociaux ne sont pas son dada. Ça serait quoi les bonnes étapes pour se positionner sur les médias sociaux en tant qu'athlète? Bah déjà créer un compte si c'est pas fait. Forcément. C'est un bon début, oui. Déjà, c'est une bonne première étape. Non, sinon, pour de vrai, la première étape, déjà, ce serait de définir le pourquoi on va être sur les réseaux. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense justement qu'il y a beaucoup de sportifs qui se lancent parce que les autres y sont ou parce que bah, c'est dans l'ère 2026-2025 ou même de quelques années de se lancer sur les réseaux. Mais en fait, on ne peut pas juste se dire je me lance parce que les autres y sont. Il faut vraiment réfléchir à pourquoi on va être sur les réseaux. Est-ce que c'est pour développer sa carrière? Est-ce que c'est pour inspirer les autres? Est-ce que c'est pour donner du conseil? En fait, il faut vraiment définir son pourquoi et ses objectifs. Et c'est ça vraiment qui va permettre d'orienter un petit peu, on va dire, sa communication dans le sens large du terme. Après, je dirais que la deuxième étape, c'est de définir aussi à qui on a envie de s'adresser. Ça, c'est souvent une étape qu'on néglige alors qu'en fait, c'est vraiment la plus importante. Et là, dans cette étape, l'objectif, ça va essayer de définir avec précision un petit peu son follower idéal. Donc, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment essayer de comprendre au mieux la personne qu'on a envie de cibler, quel âge elle a, quel métier elle fait, est-ce qu'elle est sportive de haut niveau? Est-ce qu'elle est amatrice? Quelles sont ses habitudes? À quelle heure elle va sur les réseaux sociaux? Quel contenu elle consomme? En fait, vraiment définir avec précision qui est cette personne et surtout essayer de définir un petit peu quels sont ses problèmes et ses frustrations et comment nous, avec notre contenu, on peut y répondre. Je sais pas, par exemple, si par exemple moi je me mets dans ma peau de trailleuse, tiens, d'ailleurs, j'ai créé un compte justement pour documenter un petit peu ma prépa sur l'Ultra Trail. Et par exemple, moi, l'objectif de mon compte, c'est justement de montrer que même en tant qu'amateur, en fait, en travaillant dur, on peut repousser ses limites et on peut quand même faire de grandes choses. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de mon compte. Donc moi, par exemple, je vais m'adresser plutôt justement aux trailers amateurs comme moi qui ont envie justement de repousser leurs limites, mais par exemple, dans leur frustration, c'est peut-être
ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de se lancer, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce que justement ils ont peur de pas être à la hauteur, parce qu'ils voient tout le monde performer, faire des trucs incroyables alors qu'eux ils ont peut-être pas ces performances-là. Et du coup moi en fait mon objectif à travers mon contenu ça va être justement de leur montrer que moi j'ai rien d'exceptionnel par rapport par rapport à eux et que justement en mettant certaines choses en place et ben j'ai réussi à atteindre des objectifs et aussi les inspirer pour dire que si on a envie, rien n'est impossible. Donc voilà pour un petit peu expliquer, expliquer ces 2 premières étapes. Et après, je dirais la troisième, c'est de mettre en place une stratégie. Donc ça, c'est une notion qui est un peu vague. Mais en fait, la stratégie, ça va vraiment définir un petit peu toutes les actions qu'il y a à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc ça va être définir à quelle fréquence on a envie de publier, sur quel réseau, quel thème on a envie d'aborder, quel type de contenu, quelle tonalité. En fait, ça va regrouper vraiment tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir développer sa visibilité et atteindre ses objectifs. Et c'est justement que là, les community managers, on peut rentrer en jeu. Parce que un truc que moi, je peux donner aux athlètes, puis tu me corrigeras si je me trompe. Là, c'est mon avis personnel. Pas de souci. Définir pourquoi qu'on le fait, là. Allez chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi vous faites du sport? C'est parce que je veux devenir champion du monde. Mais probablement, avoir une page un peu plus axée sur la performance serait intéressant. Si c'est, non, par exemple, comme moi avec le podcast, je veux promouvoir les saines habitudes de vie. C'est que, je veux montrer la réalité de la vie d'un athlète. Autant les hauts que les bas. Ben, ça, dans ta personne que tu vas, ton avatar, ta personne cible, ton public cible, ça sera pas le monsieur gros muscle. Faut pas en faire une caricature. Là. Fait monsieur, un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Pas nécessairement athlète, mais des sportifs récréatifs qui le font pour leur plaisir. Puis, ça, c'est vraiment avec vos propres valeurs. Là. Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. C'est plate à dire, mais il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Non, mais t'as totalement raison. Non, mais tu as totalement raison parce que, par exemple, moi, je cours pas pour la performance, je cours vraiment pour moi-même et parce que, par exemple, moi, je sais que 110 kilomètres, pour moi, c'est un vrai défi, c'est une distance que j'ai jamais faite. Mais peut-être que pour certaines personnes, c'est pas encore possible de le faire, mais peut-être que pour certaines personnes aussi, 110 kilomètres, ça va être entre guillemets facile. Et donc, je me vois pas faire un compte en disant, moi, je mise la performance, créer que du contenu de performance alors que moi c'est pas mon truc, c'est pas mes valeurs et donc c'est pour ça le pourquoi en fait il y en a pas de bon, il y en a pas de moins bon. Ça comme tu disais, je suis d'accord, c'est vraiment personnel et ça il faut vraiment aller chercher un peu à l'intérieur de soi ce qui nous correspond parce que si on commence à vouloir partager des choses qui nous correspondent pas, on va vite lâcher l'affaire et on sera pas crédible non plus donc il y a pas de bon ou de moins bon, il y a une place pour tout le monde et il faut pas hésiter. Parce que souvent, une chose qu'on se fait dire avec les médias sociaux, puis je veux devenir quelqu'un sur les médias sociaux. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait. Ouais, mais il y a quand même du monde qui ont des pages sur les Schtroumpfs, sur Star Wars. Tu sais, fun fact, à Noël, j'ai acheté de la peinture à numéro. Puis là, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Puis comme pas des affaires pour enfants, là, des vraies affaires. Puis là, je suis allé sur YouTube, j'écris peinture à numéro. Le nombre de tutos qui existent sur les peintures à numéro, là, ça finissait plus de finir. Là. En français, en anglais, en espagnol, n'importe. Là, t'es comme, fais-le. Fais-le. C'est ça. Et puis en fait, il faut se dire que, par exemple, moi, à titre perso, comme j'adore le hand et le trail, je vais pas suivre un seul trailer ou un seul handballeur ou un seul sportif. En fait, je vais en suivre plein. Et c'est pareil aussi des fois, une personne, par exemple, qui peut faire la même course que moi avec les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. En fait, elle va pas raconter son histoire de la même manière que moi je vais la raconter. Et ça aussi, c'est ce qui va permettre en fait de se différencier, même si quelqu'un d'autre fait du trail, même si quelqu'un d'autre fait du biathlon, même si quelqu'un d'autre fait de la peinture, en fait, la manière aussi dont on va apporter la chose et dont on va la raconter, ça, c'est notre manière propre à nous et il n'y en aura pas d'autre, en fait. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas se freiner sur le fait que ça existe déjà
Et moi, ce que je conseille, c'est passer à l'action et se motiver, il faut y aller. Puis quand tu parlais de stratégie tantôt, ça m'a fait penser de prenez une fréquence que ça vous tente de faire puis que vous êtes capable de maintenir. Ouais, alors ça, c'est vraiment super important parce que, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de publier beaucoup et surtout quand on se lance, on a plein d'idées et du coup, on publie beaucoup de choses. Puis après, il y a plus d'idées, donc on arrête un petit peu. Et puis après, il y a des idées, donc on reprend. Et donc ça, c'est pas non plus une bonne stratégie parce que en fait, l'algorithme sur les réseaux, il va bien aimer le fait que vous publiez régulièrement. Puis après, il va se dire, bah en fait, elle vient plus sur la plateforme. Donc, quand vous allez republier, en fait, vos publications, elles n'auront pas les mêmes portées qu'avant. Donc, c'est pour ça, c'est super important. Il vaut mieux, par exemple, publier 2 fois par semaine, mais toute l'année, que de publier 5 fois pendant un mois, puis une seule fois, et après revenir à 5. Ça, c'est vraiment pas une bonne stratégie non plus. Puis pour les, pour les athlètes qui sont plus professionnels, qui ont des saisons, par exemple, on va prendre un athlète de biathlon, ce qu'ils font. Pendant l'été, c'est plus tranquille, mais pendant leur saison de compétition, par exemple, le biathlon, c'est quasiment une compétition par fin de semaine. Ils sont dans une ville, ça finit le dimanche soir, ils prennent la route, l'avion. Le mercredi, ils sont déjà dans une autre ville. Ben, le lundi, ils sont déjà dans une autre ville, puis ils se préparent pour la fin de semaine suivante. C'est sûr qu'à ce moment-là, faire du contenu vraiment, on pourrait mettre un très haut niveau de production, qu'on pourrait dire. Donc, mettre beaucoup d'effets, d'editing dans ces vidéos, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que toi, il y a des affaires que des fois tu recommandes de faire, de filmer ou de faire d'avance pour pouvoir maintenir sa cadence? Ou c'est de s'adapter en fonction de ta réalité dans cette période-là? Bah, moi, déjà, ce que je conseille, c'est, de justement, oui, comme tu disais, de faire un petit stock de contenu, que ce soit à l'entraînement ou, même du contenu, en fait, dans la vie de tous les jours parce que n'importe quel type de vidéo peut servir pour plus tard. Alors après, pour avoir une bonne vidéo, une vidéo qui fonctionne, il y a pas besoin de mettre des effets, il y a pas besoin d'être un pro aussi du montage vidéo. Maintenant, en plus, il existe beaucoup d'applications qui permettent de faire des vidéos très simplement et très facilement. Par exemple, je sais qu'en France, on utilise beaucoup l'application CapCut. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup au Canada, mais c'est une application qui a une version gratuite, on n'est pas obligé de la payer. Ou il y a aussi l'application Edit qui est directement sur Instagram, qui est totalement gratuite et qui justement permet de faire plein de vidéos très rapidement quand on est en période de rush. Par exemple, moi j'ai fait sur mon compte, j'ai montré un tuto comment faire un réel en 30 secondes avec des photos via Instagram. Mais du coup, pour ça, eh ben, si on n'a pas trop le temps, si on a un peu de contenu en avance, en fait, en quelques minutes, on peut créer du contenu. Donc, c'est pas dérangeant s'il n'y a pas du contenu très long, très qualitatif tout le temps. Au contraire, maintenant, ce qui marche le plus à l'heure actuelle sur les réseaux, c'est les contenus très authentiques où il n'y a pas trop d'effets, où il n'y a pas d'effet de transition, pas trop d'effets de texte et où des fois, par exemple, ça va être juste une vidéo de 5 secondes avec une phrase, mais une phrase, par exemple, qui parle vraiment à notre public, une phrase qui les touche vraiment. Et en fait, des fois, on va passer du temps à monter un vlog sur 5 minutes, il va pas fonctionner, alors qu'une phrase en 30 secondes, ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment pas se prendre la tête là-dessus. Mais c'est vrai Ta que c'est story assez d'un matin. confortable. Ouais, voilà. Peux-tu m'expliquer ta story d'un matin de ce que tu as fait? Bah, par exemple, ce matin, j'ai pris une vidéo de moi qui a été filmée pendant une course, où on me voit justement, passer l'arche d'arrivée et j'ai mis une petite phrase en disant, que j'aimerais, en fait, j'ai fait une publication pour expliquer aux gens que je leur souhaite de justement poursuivre, leurs objectifs et d'atteindre ce sentiment d'être fier de soi quand on a accompli quelque chose. Et ça, c'est vraiment une vidéo qui m'a pris, je pense 40 secondes ce matin et encore 40 secondes parce que j'ai changé la couleur du texte. Mais voilà, c'était une vidéo que j'avais en avance, j'ai mis une petite phrase et c'est une publi qui a super bien fonctionné parce qu'en fait, moi, je sais que dans le monde du trail et bah, souvent quand on court, c'est qu'on a envie d'accomplir des choses et du coup ça, bah, c'est une phrase que mon audience, a bien aimé et qui se sont vraiment reconnus dedans et typiquement, c'est quelque chose, oui, qui m'a pris 5 minutes à faire avec la légende, quoi. Donc en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer au réseau qu'on peut pas faire de contenu. Après, c'est sûr que si on veut développer une grosse visibilité,
Forcément, ça va prendre un peu de temps, ça va prendre du travail, hein, ça, je vais pas mentir, mais voilà, ça nécessite pas non plus 2 heures par jour pour avoir une bonne communication. Je veux que tu dises la phrase pour motiver les personnes qui écoutent le podcast. J'ai mis remplis ta vie. Alors attends, je vais la re-regarder parce que je l'ai plus en tête. Ah si, j'ai mis remplis ta vie de putain, ça je l'ai fait. Ou c'était quelque chose comme ça. Et c'est C'est ça. vrai que bah, en fait c'est l'émotion qu'on a quand on finit un objectif, on voit l'arche d'arrivée et là on se dit ah putain mais c'est bon je l'ai fait quoi et je suis trop fière et en fait ce sentiment là bah, c'est justement un sentiment qui est partagé avec toute la communauté trail ou même à la fin d'un match en fait ça parle vraiment dans le monde du sport et du coup ça c'est une publication qui a plutôt bien marché pour le coup. Ben, je trouve que ça représente bien le plaisir de type 2, le bonheur de type 2. Des fois, je pense que quand tu vas finir le 110 km, ça se peut que sur le coup, tu sois plus à bout qu'autre chose. Là. Mais oui, on a le sentiment de fierté qui rentre. Puis j'ai repartagé ton reel ce matin avec moi. Tu sais, 2025 a été le début du podcast. On a enregistré un podcast dans un amphithéâtre de 17 000 places. J'étais la seule autre personne qui a fait ça, c'est une personnalité vraiment connue à Québec, Mike Ward pour les Québécois. Mais il avait enregistré un podcast, mais c'était un show d'humour, un spectacle d'humour en même temps. Mais moi, c'était comme le premier podcast en plein milieu de la glace. Puis là, c'est drôle parce que depuis le nouvel an, je suis sur mon projet 2026. Et quand j'ai vu ta publication ce matin, la première photo qui m'est venue en tête, c'est « Oh mon Dieu, le son de Vidéotron. » Hey, j'ai fait ça. Mais tu sais, je me suis dit « Hey, putain, j'ai fait ça. » Des fois, on fait des grandes choses. Une semaine, 2 semaines après, on dit « Hey, c'est vrai, j'ai fait ça. » Mais là, l'épisode va sortir à la fin février. Prenez donc un moment pour réfléchir à ce que vous avez fait en 2025 ou en 2024. Si 2025 a été une année un peu plus difficile d'un point de vue personnel ou réalisation, faites OK, ouais, en 2024, j'ai fait quoi? En 2023, j'ai fait quoi? Puis, en le disant, moi, je me rends compte, hey, j'ai déjà gagné une compétition genre académique d'affaires, là, de business. Puis là, je suis comme, hey, c'est vrai. Genre. OK. WTF, là, on va dire ça de même. Là. C'est vraiment venu me toucher ce Reels-là de 5 secondes avec une phrase punchée. Puis ça prend pas de temps à faire. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, des fois, il y a des posts que je me dis, hey, ça fonctionnera pas. Genre, c'est pas grave, je vais le mettre en ligne. Puis finalement, t'es comme, c'est le clip qui marche le plus du mois. Puis t'es là, OK. Ouais, parce qu'en fait, des fois, on se rend pas compte. Mais bah, tu vois, par exemple, moi, je l'avais pensé plutôt dans l'aspect trail en disant, bah, c'est le sentiment qu'on a dans une ligne d'arrivée. Mais tu vois, toi, par exemple, ça t'a touché parce que tu as relié ça avec ton business. Et en fait, des fois, il y a des posts qui prennent des proportions qu'on ne s'y attendait pas. Et des fois aussi, à l'inverse, on se dit, ah tiens, ça, je vais faire quelque chose, ça va trop fonctionner parce que ça va hyper bien parler à ma cible, tout ça. Et en fait, ils s'y reconnaissent pas du tout parce que peut-être que la manière de l'aborder, c'était pas la bonne ou autre. Et en fait, des fois aussi, c'est pareil, on fait des flops qui, qui n'étaient pas prévus. Donc, ouais, après, ça, c'est vraiment plutôt personnel, on va dire. Mais en fait, pour qu'un poste fonctionne, il faut qu'il touche émotionnellement sa cible. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Et ça, j'ai l'impression que tu peux essayer de le contrôler, mais tu le contrôleras jamais. Alors, on peut mettre en place plein d'actions pour le favoriser, mais c'est vrai que des fois, on comprend pas pourquoi ça fonctionne, des fois, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Après, moi, par exemple, en tant vraiment qu'experte de stratégie en réseaux sociaux, souvent, j'arrive quand même à déterminer pourquoi quelque chose a fonctionné et pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses comme ça qui fonctionnent et qui fonctionnent pas et ça, on peut pas contrôler et c'est, on va dire, la joie et en même temps l'inconvénient des réseaux sociaux. J'ai une série de mythes, réalités que j'aimerais. J'ai des petites phrases ou des questions que j'aimerais voir avec toi. Là.
Ouais. On va y descendre une à une. Les médias sociaux sont uniquement pour les personnes extraverties. Alors ça, c'est complètement faux. Je vais casser la première réalité tout de suite. Alors c'est sûr que quand on est extraverti, on va forcément être plus à l'aise de se montrer sur les réseaux sociaux, donc ça va être plus simple. Mais c'est pas parce qu'on est introverti que c'est pas possible. En fait, c'est super important de se montrer sur son compte si justement, comme j'expliquais, on veut humaniser son compte et créer une connexion avec son audience. Et c'est juste que quand on est introverti, bah, le processus, il va juste prendre un peu plus de temps. Moi, ce que je conseille, c'est de pas non plus se forcer de là à se mettre vraiment très mal à l'aise et c'est d'y aller petit à petit quand on est introverti. Par exemple, commencer à se montrer juste en photo de dos, si par exemple au départ on n'ose même pas se montrer de face. Après, commencer à publier par exemple des photos où on se voit de face. Après, ça peut être des vidéos où on met une petite musique dessus si on n'a pas envie de parler. Après, ça peut être une vidéo avec une voix off jusqu'à aller au face caméra. En fait, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Il y a peut-être des personnes, au bout d'une semaine, elles vont se sentir plus à l'aise et elles vont passer les étapes. Il y en a peut-être, ça va prendre 3 mois. Et ça, c'est OK, en fait. À l'heure actuelle, sur les réseaux, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas à l'aise que de personnes qui sont à l'aise, clairement. Mais moi, je sais que, par exemple, sur les vidéos que je fais, on a l'impression que je suis à l'aise, alors que moi, dans la vie de tous les jours, par exemple, je suis pas très extravertie, je suis plutôt timide. Et par exemple, ce qu'on voit pas, c'est que je dois recommencer, à mon avis, au moins 10 fois chaque vidéo avant de les publier pour être à l'aise, pour pas avoir de bugs. Enfin, parce que bah, pour l'instant, j'y arrive pas trop. Et même par exemple, pour la petite anecdote, quand mon copain est dans l'appartement, et bah, j'arrive pas à tourner du contenu parce que je suis même pas à l'aise de filmer devant lui alors qu'on habite ensemble depuis des années, quoi. Donc ça, c'est pas le souci et ça m'empêche pas d'être sur les réseaux aussi. Et justement, moi, comme je suis assez introvertie, ce que j'aime bien, c'est justement qu'il y ait une barrière avec le digital. Et en fait, le contenu que je crée, par exemple, des fois, je me dis: «Ah ouais, je fais 1000 vues», mais ça veut dire que mon contenu, il a été montré à 1000 personnes et Mm. peut-être que les prises de parole que j'ai sur les réseaux, bah, je les aurais pas osées s'il y avait vraiment les 1000 personnes devant moi, en fait. Et je trouve que justement, Ah, via les réseaux, je me permets des choses que j'oserais peut-être pas dans la vraie vie, quoi. ah, c'est un très bon point que tu amènes. Je ne l'avais jamais vu de même. Je ne cacherai pas, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti. Moi, être sur une scène, ça ne me dérange pas. J'ai déjà parlé devant 700 personnes sur une scène avec un micro. Fait que pour moi, ça n'est pas un problème. Mais pour quelqu'un qui aime vraiment pas la scène, de changer son mindset en disant hey, ça me permet d'avoir la parole que je veux avoir sans être devant 1000 personnes qui me regardent en même temps, puis aller Ouais, chercher voilà. ces 1000-là. Ah, c'est vraiment Ouais, intéressant. voilà, en fait, je trouve que, en fait, on n'a pas trop la notion. Et justement, des fois, quand on se dit, ah, par exemple, je suis déçue, mon poste, il a touché que 1000 personnes. En fait, il faut se dire, en fait, il faut imaginer les 1000 personnes devant soi et se dire, ben, en fait, c'est quand même beaucoup, 1000 personnes. Ok, c'est peut-être pas 1 million de vues comme il y a sur certaines vidéos, mais en fait, 1000 personnes qui ont déjà vu la vidéo, c'est déjà énorme. Et donc, quand on est introverti au début, il faut même pas trop se dire ça, sinon on va pas trop oser. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une barrière justement avec le digital, moi je trouve que ça aide beaucoup aussi. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui sont très à l'aise maintenant de faire du contenu sur les réseaux, mais qui ne sont pas du tout à l'aise dans la vraie vie. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est introverti que c'est pas possible. Puis, tu sais, ton reel d'aujourd'hui est un très bel exemple. Là. Tu parles même pas dans le clip. C'est une musique avec un texte. Si vous avez un message à dire qui est court, écrivez-le donc en texte avec une vidéo de background. Là. C'est ça, bah, ça fonctionne. Des fois, on a juste à mettre une petite musique ou enfin, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent être possibles qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Puis, tu sais, tout dépend le niveau que vous voulez avoir sur les médias sociaux. Il y a un épisode d'un podcast anglophone de Modern Wisdom. C'est l'épisode de 999 de Chris Williamson avec Zach Tillander. Puis, Zach, c'est un musicien. Puis, la phrase qu'il disait, c'est Your success arrive after your cringe. Tout le monde est cringe au début. Hein. OK? La première fois que vous écoutez votre propre voix, si c'est pas encore arrivé dans votre vie, quand ça va arriver pour la première fois, vous allez faire arc. Je vous le cacherai pas que moi, aujourd'hui, j'édite, c'est moi qui édite mes podcasts, t'édites tes vidéos. Moi, je commence à m'habituer à ma voix.
je sais c'est quoi ma voix enregistrée, puis c'est comme... je m'en fous maintenant. Mais les premières fois, là, ah mon Dieu, c'est pénible, là. Ah bah ouais, bah tu vois, en plus, moi, j'ai une toute petite voix. Alors, je te cache pas que quand je vais écouter le podcast, je vais me dire, non, mais les gens, ils vont vraiment m'écouter comme ça. Puis, tu sais, on est tous cringe au début, on est toutes. Mes intros là, de podcast, là. Tu dis que tu Ouais. répétais tes intros 10 fois, là. Oh my God. Il y a des matins là, de fin de semaine, là, je pense que mon plus long que ça a pris, ça a été 20 minutes enregistrer un intro d'un invité. Mais comme, OK, je me suis manqué sur le 16e mot, OK, j'ai pris une trop longue pause. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis on est tous cringe au début sur les médias sociaux. Mais, puis, Et puis en fait aussi, je trouve que c'est super dur de s'auto-juger aussi. Bah, par exemple, quand moi je poste mes vidéos, je me dis non mais là, ça se voit que je suis pas à l'aise mais je me dis bah de toute façon, j'arrive pas à faire mieux donc tant pis, je vais poster comme ça et après je reçois des messages en me disant mais comment tu fais pour être à l'aise? Moi je pourrais pas alors que je me dirais mais ils me verraient me filmer, ils se diraient non mais c'est pas possible. Donc après je pense qu'il y a pas de secret, c'est vraiment en faisant qu'on apprend qu'on va devenir plus à l'aise. Enfin déjà moi je pense qu'avant je filmais 15 fois mes vidéos là, je dois être réduite à 10 donc déjà il y a une progression. exact. Le Ouais. prochain statement, les médias sociaux sont réservés uniquement pour les athlètes professionnels. Je pense qu'on est deux bons exemples pour ça. Ouais, voilà, alors ça, c'est complètement faux et justement, moi, j'encourage les sportifs amateurs à aller sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, par exemple, nous, en tant que sportifs amateurs, on va pas suivre un athlète professionnel et un autre athlète amateur pour les mêmes raisons. Par exemple, un sportif professionnel, on va le suivre, justement pour nous faire un petit peu rêver, et pour voir des performances, en fait, que nous, on serait incapable de faire. Enfin, par exemple, moi, dans le monde du trail, quand je suis, des trailers professionnels, je me dis: «Mais, ils sont pas humains, comment ils font, quoi?» Et en fait, moi, je vais les suivre pour, justement pour rêver, pour m'inspirer, mais je vais pas vraiment m'identifier à leurs performances. Alors qu'un sportif amateur comme moi qui a aussi un autre métier à côté, qui va aussi s'entraîner sur son temps libre, qui va galérer aussi comme moi, et ben là, en fait, je vais plus facilement m'identifier à lui et justement maintenant, je pense que les sportifs amateurs commencent à prendre limite plus de voix que les sportifs professionnels parce que c'est vraiment des personnes auxquelles on s'identifie et du coup, c'est pour ça que j'encourage vraiment les sportifs amateurs à aller sur les réseaux. Et c'est pas parce que vous n'avez pas des performances exceptionnelles que vous n'avez pas votre légitimité sur les réseaux sociaux. Puis, ça m'amène à la prochaine question. Je vais la dire après, avant parce que j'ai mon point. Le nombre de followers, est-ce que c'est juste ça qui compte? Alors, comme je disais un petit peu avant, c'est pareil, il y a pas que ça qui compte et au contraire, maintenant, c'est pas du tout le plus important. En fait, ce qui va compter maintenant, c'est plutôt l'engagement de la communauté. Donc pour expliquer tout ça, j'ai, une métaphore que j'aime bien utiliser. C'est par exemple, imaginez-vous dans un stade, est-ce que vous préférez avoir plutôt 20 supporters qui vont être à fond derrière vous, qui vont vous encourager, qui vont faire du bruit ou plutôt 100 personnes assises qui vont pas faire un bruit, qui vont pas vous encourager, pas faire un bruit, bah, en fait, on va se dire: «Bah, non, on préfère, les 20 personnes qui vont faire du bruit». Bah, sur les réseaux, c'est exactement pareil, en fait. Des fois, il vaut mieux avoir une communauté de 200 abonnés, mais par contre avec des personnes qui vous suivent, qui interagissent avec votre contenu, qui sont à fond derrière vous, que plutôt d'avoir 1000 personnes, mais qui regardent même pas vos publications. En fait, ça sert à rien et du coup, bah, c'est pour ça, en fait, moi, j'encourage vraiment à aller interagir avec vos communautés, aller créer une communauté qui est engagée plutôt que d'aller chercher des abonnés, en fait, qui en auront rien à faire de votre contenu. Je sais pas en France, c'est comment, t'es quand même bien positionné pour ça. Mais au Québec, de plus en plus, il y a des compagnies qui recherchent des nano-influenceurs, des plus petits influenceurs. Euh, je sais pas c'est quoi le barème, là, mais pour les fins de la discussion, là, mettons en bas de 1000 followers. Là. Fait que des fois, c'est des compagnies qui disent hey, moi, si t'as 300 followers, je te veux. Là, t'es comme Ouais, bah, OK. ça justement, en fait, alors c'est pas encore vrai pour toutes les marques parce que je pense que c'est quelque Hmm. chose qui est en train de changer pour le moment parce qu'il y a quand même des marques qui vont dire, si vous voulez une collaboration, il faut, 10 000 followers ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises et de marques qui ont compris que justement, des fois, eh ben, on va avoir plus de visibilité avec, des plus petits comptes, mais justement avec des personnes qui sont très suivies, qui ont une communauté très engagée,
qu'avec des gros comptes qui ne suscitent pas de réaction sur leurs publications. Moi, je sais que, par exemple, je connais des sportifs, ils ont 200 followers et ils ont réussi, par exemple, à avoir quelques produits gratuits avec des marques ou des choses comme ça, avec 200 followers, quoi. Donc tout est possible. Euh, le prochain, on en a parlé quand même longuement, mais je dois uniquement montrer des résultats de compétition en tant qu'athlète. Alors ça, c'est pareil, oui, comme on en avait déjà parlé un peu, c'est faux. Alors, c'est sûr que d'avoir, un bon résultat, en fait, ça va faire rêver, mais ce que les gens, ils ont envie de voir à l'heure actuelle, c'est les coulisses. C'est justement comment vous avez réussi à avoir ce résultat. En fait, par exemple, si je reprends le trail, parce que c'est plus facile pour moi d'argumenter dessus, si je montre que j'ai fini ma course, bah, les gens, en fait, ils vont voir ma publication, alors peut-être qu'elle va fonctionner parce qu'ils vont dire: «C'est cool, elle a fini une course», mais en fait, c'est pas comme ça qu'ils vont s'attacher à moi. Alors que si ils me suivent pendant toute la préparation, qu'ils me voient comment j'ai galéré, comment je me suis préparée, le temps que j'ai consacré aussi pour pouvoir avoir cet objectif, bah là, en fait, la communauté, elle va s'attacher à moi et que je finisse ou que je finisse pas la course, dans tous les cas, ils sont toujours là. Alors que si on se fie juste aux performances, par exemple, si ma course, je la finis pas, bah en fait là, j'aurais pas de visibilité, j'aurais j'aurais rien du tout, quoi. Donc non, c'est pour ça, maintenant, c'est le processus est presque plus important que la performance. Puis, au niveau du storytelling, là, raconter l'histoire, voyez-le comme un film. Euh, Quand tu parlais, j'ai eu l'idée de si tu ne suives pas pendant la préparation, que tu réussisses pas la course, ouais, mais je m'en fous qu'elle réussisse pas. C'est quand même Ouais, 110 voilà. km. Là. Mais si je vois que ça fait 26 semaines que tu t'entraînes pour, puis que tu ne le réussisses pas, je pense que c'est arrivé récemment, je suis une athlète d'ultra trail, puis justement, elle n'avait pas fini sa course. C'est comme, ah, c'est plate, genre. Ah, je suis déçu pour elle, ça aurait été le fun qu'elle puisse réussir la course, puis tu te sens un peu plus engagé, ah, je vais écrire un commentaire de support et tout. Que si elle avait réussi, c'est comme, ah, ben, félicitations, tu sais, ben, ça fait quand même 26 semaines qu'elle s'entraîne pour là, elle l'a mérité. C'est comme, ok, non, mais si je pose juste la finalité, si je réussis le 110, ben, le monde, c'est comme, ok, là, elle doit faire ça, ou elle est vraiment chanceuse, cette personne-là, d'être capable de faire ça. Mais non, ils ne savent pas que ça fait 26 semaines que tu t'entraînes pour eux. Ouais, voilà et puis même, en fait, aussi, là, moi, par exemple, comme je viens de lancer mon compte, je montre un petit peu mon point de départ, tout ça. Mais par exemple, moi, il y a 4 ans, c'était inenvisageable de courir 110 kilomètres et du coup, en fait, là, j'explique un petit peu tout ça en disant: «Bah, en fait, pour moi, là, c'est vraiment exceptionnel» et après, moi, je le fais là sur une assez grosse distance, mais ça peut être sur, n'importe quelle distance. En fait, par exemple, même juste courir un 10 kilomètres, pour certaines personnes, ça va être un défi et justement, en fait, si on publie juste: «Tiens, j'ai couru 10 kilomètres», on va se dire: «Oui, bah, OK». Alors que si la personne, justement, elle crée un peu une histoire en disant: «Bah, je sais pas, par exemple, moi, avant, j'ai jamais fait de sport, j'arrivais pas à courir plus d'1 kilomètre et là, j'atteins les 10 kilomètres» et qu'elle, argumente un peu l'histoire et bah, là, on va se sentir accroché à la personne. On va se dire: «Ah mais c'est trop cool ce qu'elle a fait, elle a réussi à je sais pas, à défier ses limites, à repousser ses performances et etc. Alors que si en fait on a juste la performance, on va pas s'accrocher, on va pas avoir l'émotion et du coup, bah, en fait, la performance, on va passer à côté et on va complètement l'oublier, quoi. Exact. Puis il y a une chose que je remarque souvent avec les sportifs du dimanche, là, que j'appelle, les récréatifs. Maintenant, avec les médias sociaux, on voit genre tout le monde qui fait des Ironman, des marathons, des ultras. Puis on est comme, hey, je veux courir 100 km. J'ai compétitionné au niveau national en biathlon. Ça m'a pris 3 ans de me préparer pour mon premier marathon. C'est comme. Puis là, au début, j'étais là, ah, je veux faire un marathon. Puis j'avais une de mes très bonnes amies qui me disait, Félix, commence par faire le volume. Puis, tu sais, j'ai fait 5 demi-marathons. J'ai fait une année 2. J'ai fait 2 demi-marathons. L'année d'après, j'ai fait 3 demi-marathons. Puis comme j'ai progressé comme ça. Fait que les athlètes ont des calendriers olympiques. Leur calendrier de développement il est sur 4 ans. Puis après ça, ils Oui, découpent c'est chaque ça. année. Donc, si vous voulez faire un full Ironman, ben, commencez par courir un 10 km. Après ça, un 21. Ben, commencez par faire une sortie de vélo de 50 km. Après ça, monter à 100. Puis c'est comme ça. OK, bon, ben, cette année, je vais faire un. Ah, c'est ton premier triathlon à vie. Fait donc, commence par un triathlon sprint. Après ça, tu fais un triathlon olympique.
Après ça, tu pourras faire un demi-Ironman. Après ça, tu fais un Ironman. Ça se construit au fil des années. Là. C'est pas Ouais, pas voilà. en 26. C'est quand on voit du monde, j'ai jamais bougé, puis je vais courir un marathon demain. T'es comme, blessure, red flag. Mais c'est vrai qu'il faut faire aussi attention à ça quand même sur les réseaux, c'est qu'on a tendance à trouver que tout peut paraître facile, alors que c'est pas le cas forcément. En fait, c'est vrai que là, il y a le contenu un peu marathon, Ironman, triathlon, trail, tout ça qui a complètement explosé sur les réseaux. Et en fait, il faut pas négliger que ça reste quand même des gros efforts et qu'il n'y a pas tout le monde qui peut y accéder comme ça en un claquement de doigts. Moi, je pars du principe que tout le monde peut y arriver avec du travail et peut-être qu'il y en a en 6 mois, ils vont réussir, peut-être qu'il y en a, ça va prendre 10 ans. Mais en fait, il faut faire attention quand même à ça et ne pas négliger non plus le travail à effectuer. Le dernier mythe réalité est quand même intéressant. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un community manager ou de le payer à chaque mois pour être sur les médias sociaux? Alors ça, c'est pareil. En fait, c'est une fausse idée reçue que je pense beaucoup de sportifs ont. En tout cas, moi, je le constate. En fait, il y a beaucoup de sportifs qui se disent on a envie d'être sur les réseaux, mais on ne sait pas comment faire. Donc, on aimerait bien se faire accompagner, mais on n'a pas forcément les moyens de payer un community manager parce que bah, je suis consciente que ça représente un budget. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de payer un community manager tous les mois qu'on ne peut pas se faire accompagner. Je sais que moi, par exemple, en plus du community manager, je propose une offre où là, justement, je vais apprendre au sportif à gérer lui-même ses réseaux sociaux. Donc, je peux l'accompagner pour qu'il devienne autonome. Mais du coup, ça, c'est une prestation qui va se faire en une fois, entre guillemets. Bon, c'est un accompagnement sur plusieurs semaines parce qu'on ne peut pas être pro des réseaux sociaux en 2 heures. Mais voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas le budget de payer un community manager tous les mois que c'est pas possible de se faire accompagner par un professionnel. Une chose que je trouverais intéressant, je ne sais pas si tu offres ce service-là, mais mettons là, notre exemple de tantôt, là, notre athlète provincial, national, qui n'a pas encore de positionnement ou qui a même peut-être même pas de compte. Est-ce qu'il y a comme un accompagnement de démarrage? Ouais, bah, en fait, moi, ce que je propose, c'est, soit il y a un sportif qui n'y est pas du tout et qui a envie justement que je l'aide à démarrer, comme il faut et dans ces cas-là, c'est OK. Mais c'est pareil si, par exemple, il y a des personnes qui commencent à se lancer et qui ont l'impression que le compte, il fonctionne pas spécialement parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Là, c'est pareil, en fait, moi, je peux faire un état des lieux de, ce qui a été fait, de ce qui fonctionne pas et en fait, aider à mettre en place toute la stratégie, toutes les actions à mettre en place pour justement faire en sorte que le compte atteigne les objectifs en fait qui sont fixés par la personne. C'est une bonne idée. Tu sais, nos 3 étapes de tantôt, là, définir c'est quoi Exactement. pourquoi vous êtes sur. Si vous vous sentez perdu à réfléchir à ces 3 questions-là, être accompagné par Léa, ça peut être un bon avantage. Alors après, le pourquoi, ça c'est vraiment assez personnel, du coup, comme on le disait. Mais par exemple, moi, je suis complètement ouverte à échanger s'il y a des personnes, même qui veulent juste me poser des questions comme ça sur les réseaux. Moi, il n'y a aucun problème, je peux y répondre. Justement, donner, pourquoi pas, des exemples de pourquoi pour aider les personnes justement à trouver un petit peu leur raison d'être sur les réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué dans ma vie. Ça commençait à peu près à 23-24 ans. Être accompagné de professionnels, ça l'aide vraiment sa vie. Par exemple, si vous faites vos rapports d'impôts, vous appelez un comptable ou un fiscaliste. Pourquoi vous n'avez pas un plombier pour faire un rapport d'impôt? Ben, c'est pas sa job. Puis pourquoi, quand vous avez un problème avec la toilette, vous appelez un plombier, pas un électricien? Ben, c'est un problème de tuyauterie. Ben, la même chose sur les médias sociaux. Il y en a qui font ça de leur vie, qui connaissent ça. Non, mais c'est ça, en fait, il faut pas hésiter à se faire. En fait, c'est surtout un gain de temps de faire appel à un professionnel parce que sur les réseaux, peut-être qu'au bout de 2, 3 ans, vous allez comprendre un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et encore, en fait, l'aspect stratégique, ça, c'est en fait, ça s'apprend. Par exemple, moi, j'ai été community manager pour le club de hockey pendant 4 ans, mais après, j'ai fait aussi une autre formation qui s'appelle Devenir CM pour vraiment passer experte en termes de stratégie sur les réseaux sociaux.
Et même en étant du métier, j'ai quand même appris des nouvelles choses grâce à la formation. Donc c'est pour ça. Et en fait, ça, c'est des choses que j'aurais peut-être pu apprendre en plusieurs années. Mais là, le fait d'avoir fait la formation, justement, j'ai choisi de me former, de me faire accompagner pour gagner du temps et pour en fait être prête justement à aider des sportifs dès maintenant et pas attendre de 5 ans, quoi. Non. Euh, Avant que j'aille sur ma dernière question, il y a une question tantôt que j'ai eue et que j'ai complètement oublié de te poser. Euh, Dans tes styles de vidéo, puis tu l'as mentionné aussi tantôt, de toujours prendre un peu de vidéo, puis d'avoir plein de vidéos qu'on peut réutiliser, comme par exemple le clip qu'on parlait de ce matin, que c'est toi qui finis une course, qui passe tout l'arche. Je prends quand même des photos et des vidéos dans ma vie courante. OK, ben je suis photographe, j'ai été photographe, je suis encore là, de sport. Mes photos, je suis capable de classer ça super bien, mais mes vidéos, je suis pas capable de les retrouver. Puis là, je me mets à la place de quelqu'un qui est même pas habitué ou c'est quelqu'un qui est peut-être pas organisé comme que moi je peux l'être parce que je vais être franc avec tout le monde, je suis un peu c'est pas OCD là, mais j'aime ça les affaires très bien organisées, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as un truc à donner à des personnes comme moi ou des personnes qui veulent se lancer sur les médias sociaux? Parce que là, ils vont se ramasser avec plein de vidéos. Ah ben, puis là, j'ai tout de suite en tête les Jade Bonneville, qui vous fait des vidéos quasiment semblables de ce style-là. Puis Jade, des fois, elle sort des vidéos de 2021, 2020, puis je suis comme, voir que tu as encore ces vidéos-là assez proches pour le mettre dans une vidéo aujourd'hui, en 2026. Toi, c'est quoi ta façon de classer tes différentes vidéos pour être capable de les retrouver facilement quand tu veux faire des clips? Bah, moi, déjà, toutes mes vidéos, je les garde sur mon téléphone parce que, en fait, sur le PC, sinon, ça prend tout de suite beaucoup trop de place et c'est trop chiant. Je vais pas me mentir, c'est trop chiant. Et alors moi, du coup, j'ai un iPhone et je sais que déjà, par exemple, pour retrouver juste des photos, des vidéos de moi, il y a des albums, en fait, qui sont classés directement en fonction, des visages des personnes et je sais que, par exemple, il y a un album qui est fait tout seul où c'est, ma tête qui est partout, en fait et ça regroupe déjà toutes les photos et les vidéos de moi. Donc quand, par exemple, je vais rechercher justement, une vidéo de moi, même d'il y a quelques années et qu'on va voir mon visage, déjà ça, c'est une astuce pour retrouver un petit peu ces vidéos rapidement et après sinon ce que je fais, c'est que je crée des albums et au fur et à mesure où je filme du contenu, je vais classer par exemple, j'ai un album plutôt course à pied où là, je vais regrouper tous mes rushs un peu de course à pied. J'ai un album du coup là où je vais plutôt, avoir des rushs quand je me filme où je travaille, dans mon bureau ou quand je me filme dans la vie de tous les jours. Après, je vais avoir des rushs ou plutôt quand je vais sortir dehors. Et comme ça, en fait, quand je veux créer une vidéo et je me dis, tiens, j'ai besoin d'une vidéo de course à pied, je vais dans mon album, je l'ai directement. Si je me dis, tiens, je veux une vidéo de quand je travaille, et hop, j'ai des vidéos directement. Et ça, c'est la petite astuce que je peux donner. OK. Fait que, mettons qu'on prend un athlète, je vais prendre un athlète de ski de fond, OK, avec 2 saisons. Il y a la saison off-season, puis il y a la saison en compétition. En fond, ce qu'il pourrait faire, c'est, bon, ben, ça, c'est des journées de compétition. Ça, c'est des journées d'entraînement. Il pourrait Ouais, classer ça voilà. comme ça, puis il pourrait aller les chercher là. Et puis même après aussi, il faut pas hésiter à se filmer, des fois dans la vie de tous les jours. En fait, souvent, on a tendance à se dire, «Ouais, si je me filme, je sais pas, en train de remplir un verre d'eau, par exemple, ça va servir à rien, les gens s'en foutent, quoi». Alors qu'en fait, eh ben, je sais pas, si jamais on sort un sujet sur, l'hydratation, bah, peut-être qu'à ce moment-là, c'est cette petite vidéo-là, elle va faire la différence. Ou si, par exemple, on me sort une vidéo là, si c'est un athlète sur le biathlon, je sais pas, il va se dire: «Ah bah tiens, là je me prépare, c'est ma morning routine un petit peu et tout». Bah, en fait, d'avoir plein de petits rushs de la vie courante, ça va lui permettre d'avoir une vidéo très rapidement sans qu'il ait tout à se filmer tout le temps. Donc, en fait, il faut pas hésiter à se filmer sur plein de moments, même si ça nous paraît anodin sur le moment, peut-être qu'ils resserviront un jour. Et c'est pareil aussi, c'est pas grave si on utilise 2 fois la même vidéo. Je sais que moi, par exemple, il y a des vidéos que j'ai remis et je pense que même personne s'en est rendu compte parce que déjà, il faut se dire qu'il n'y a pas tous les followers qui voient absolument toutes vos publications. Donc, en fait, là, il y a des gens, ils vont même pas voir que vous avez utilisé 2 fois la même vidéo.
Et même, en fait, le contenu que vous avez publié il y a 2 mois, bah, les gens, ils vont pas se souvenir que vous avez repris la vidéo il y a 2 mois où vous étiez à un entraînement et ils vont pas s'en souvenir, quoi. Donc, c'est pareil, ne pas hésiter à reprendre des fois plusieurs fois la même vidéo. Après, c'est sûr, il faut pas reprendre la même toutes les semaines, sinon là, ça va se voir. Mais, mais voilà, c'est aussi un autre conseil que je peux donner. C'est pas grave si à certains moments, c'est des vidéos qui sont un peu recyclées, entre guillemets. Je vais donner un truc que j'avais remarqué. C'est un YouTuber. Il y a une journée, lui, ce qu'il avait fait, là, il avait pris 100 photos, je pense même 1000, là, quasiment 1000, d'expressions de lui pour faire des thumbnails. C'est qu'il y avait une expression joyeuse, full joyeuse, un peu plus triste. Puis là, je fais des faces là, pour ceux qui sont à l'audio. Mais il prenait plein de photos différentes. Puis là, il y avait sa liste d'à peu près 1000 photos qu'il pouvait utiliser en tout temps. Fait que là, quand tu parlais, ce que je pensais, c'est OK, je fais des exercices d'étirement. Bon ben, prenez un samedi après-midi, là, puis filmez comme 10-15 vidéos de vous en train de vous étirer, changer de t-shirt puis de short au courant des. Faites-en 5 dans un kit, 5 dans un autre kit, 5 dans l'autre kit. Après ça, vous pouvez dire, si vous faites dans de la nutrition, ben faites 4-5 clips de bananes, 4-5 clips de kiwi, 4-5 clips de yogourt. Puis, dans le fond, prenez ce temps-là, à un moment, puis après ça, quand on parlait aussi tantôt de pendant ma saison de compétition, que c'est vraiment intense, ben vous avez ces vidéos-là qui sont déjà prêtes, puis que vous pouvez réutiliser rapidement. Là. Ouais, voilà, totalement. Après, je rebondis aussi sur quelque chose que tu viens de dire. Moi, c'est un conseil que je peux donner. C'est aussi ne pas hésiter justement à regrouper ces moments de tournage vidéo pour gagner du temps. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai plusieurs idées de vidéos à tourner, je vais me prendre une après-midi où je vais tout tourner d'un coup et en fait, ça va me gagner beaucoup de temps parce que j'ai à me préparer qu'une seule fois. Donc peut-être que je vais, oui, changer juste mon t-shirt pour, bah voilà, pour casser un petit peu les vidéos. Mais en fait, j'ai pas besoin de me recoiffer, j'ai pas besoin de me repréparer, tout ça. Après, je peux rester en pyjama l'autre partie de l'après-midi, c'est pas grave. Et en fait, c'est surtout, bah, ça demande un travail à chaque fois de se remettre un peu en condition de tourner, de parler, tout ça. Et en fait, le fait d'enchaîner, ça évite justement d'avoir à se remobiliser. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. On appelle ça batcher le contenu, du coup, en communication. Et c'est ne pas hésiter justement à regrouper plein de photos, enfin regrouper ces moments de tournage. Enfin, moi, je sais qu'au début où j'ai lancé mon compte, c'est pareil, j'ai fait une après-midi où je me suis pris en photo avec plein d'expressions, en montrant des choses, tout ça. Et en fait, ça, c'est un contenu que j'utilise du coup dans mes stories, dans mes publications. Et en fait, j'ai pas besoin de me reprendre en photo toutes les semaines, quoi. J'ai fait toutes les expressions possibles, les bonnes, les moins bonnes. Et comme ça, c'est fait, quoi. J'ai pas besoin de me réhabiller juste pour une photo, de me recoiffer, tout ça. Puis, je vais partager le secret, là. Moi aussi, je fais ça. Souvent, c'est le samedi après-midi ou dimanche matin. Mes intros dans les épisodes, vous avez mon intro, par ensuite, je présente l'invité. Dans ce cas-ci, ça va être Léa que je vais présenter. C'est parce que j'en ai enregistré 5. Là. Ce matin-là, j'enregistre les 5 back-à-back. C'est que ça me permet. Après ça, pendant un mois, j'ai pas d'intro à enregistrer. Ça donne. Ça libère l'horaire. Ça libère l'horaire. Ouais, voilà. Et puis même, je sais que par exemple, après, une fois qu'on est très à l'aise pour tourner, pour filmer des vidéos, tout ça, je sais que moi, il y a des personnes, en 2-3 jours, elles tournent du contenu, mais pour un mois complet. En fait, si la communication, elle est structurée, qu'on sait ce qu'on a envie de publier, quand, à quelle heure, on peut prendre 2 jours, on cale tout d'un coup. Et comme ça, après, en fait, ça nous laisse du temps. Et au niveau mental aussi, ça nous enlève une charge de se dire, ah mince, là, j'ai prévu quelque chose, mais j'ai pas les vidéos, il faut absolument que je le fasse et tout. Ça, c'est pareil aussi, ça permet de soulager un petit peu l'esprit et c'est pour ça que je conseille d'avoir plusieurs vidéos à l'avance. Après, forcément, quand c'est des vidéos d'entraînement ou des vidéos de ressenti, tout ça, il y a des choses qu'on peut pas faire à l'avance. Mais dès qu'on peut filmer à l'avance, moi, je conseille de tout synchroniser et de tout faire en même temps. Pour les personnes qui veulent commencer sur les médias sociaux, mais je suis pas le meilleur au monde. Je gagne pas dans mes compétitions.
j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, ça serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Alors, je sais que c'est super dur, mais le conseil que je peux donner, c'est d'arrêter de se comparer avec les autres. Parce qu'en fait, souvent, le syndrome de l'imposteur, il vient quand justement, on va voir un peu ce qui se passe sur les réseaux et on se dit, ah, mais lui, il est mieux que moi, ah, lui, il parle mieux que moi, ah, lui, il fait des meilleures performances. Et en fait, c'est en se comparant qu'on va se sentir illégitime et que justement, on va se mettre à douter de nous. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Il y a de la place pour tout le monde. Chaque histoire peut inspirer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir des meilleures performances ou qui va mieux filmer son contenu, mais peut-être que ton histoire, elle va être plus inspirante ou elle va inspirer une autre personne. Et du coup, moi, ce que je conseille, c'est d'arrêter de se comparer et de passer à l'action malgré les doutes. Et en général, il y a toujours plein de positifs qui vont ressortir. J'ai une dernière question que je pose à toutes mes invités. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Être en santé, bah, moi, du coup, comme je suis très sportive, c'est bah, de faire attention à son corps, de se sentir bien aussi bien physiquement que mentalement aussi, parce que souvent on a tendance à négliger la mentale. Et puis après, bah, moi, c'est faire du sport. Faire du sport, avoir une activité. Mais en fait, c'est surtout se sentir bien physiquement et mentalement pour moi. Parfait. S'il y a des personnes qui veulent te suivre sur les médias sociaux, comment ils peuvent te suivre? Alors du coup, pour mon compte de communication, c'est sur Instagram, donc ça s'appelle @léa-com-sport. Donc là, on peut me suivre. Il y a tout le détail de mes offres, de mes prestations. Il y a aussi pas mal de conseils en communication si jamais c'est toujours gratuit, c'est toujours sympa à prendre. C'est pareil, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages privés sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. J'ai aussi une adresse mail du coup qui s'appelle leacomsport01@gmail.com. Oui, j'ai dû mettre le 01 parce qu'il y avait déjà une adresse qui s'appelait comme ça. Donc c'est pour ça. Mais voilà, moi c'est majoritairement sur Instagram. Et après, si c'est pareil, il y a des personnes qui sont intéressées pour suivre mon compte de sport. C'est aussi sur Instagram et ça s'appelle @ et il y a un tiret et c'est ultraléa. Voilà. Underscore pour les Québécois, c'est pas tiret-tiret, c'est un tiret en bas, là, une barre en bas. Ok, d'accord. Parce que nous, le tiret, c'est lui du milieu. Là. Ah ouais, bah nous en fait, en France, il n'y a pas de mot pour celui-là du bas, c'est le tiré du bas. Barre en bas. Exactement. Good. T'es-tu sur TikTok aussi? Alors, j'ai créé un compte TikTok, mais je suis pas très active dessus pour l'instant parce que, en fait, pour qu'un réseau social il marche, il faut avoir une stratégie sur chaque réseau différent. Et moi, j'ai pas envie de mettre énormément d'énergie pour développer mon TikTok. J'ai aussi une page Facebook, mais en fait, je m'en sers juste pour cross-poster ce que je poste sur Instagram. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. Léa, je veux juste te dire un très gros merci d'avoir été le premier épisode international du podcast Santé Sport. Eh ben, merci à toi aussi parce que moi, tu es mon tout premier podcast tout court. Donc, merci à toi pour l'invitation en tout cas. Et c'était super cool et c'est une super expérience. On se dit à la prochaine. À la prochaine, salut! Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!